Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour, les vraies voix du week-end de Pâques. C'est un bonheur de vous retrouver alors que Cécile de Minibus et Philippe David savourent en famille leur beau chocolat. Au sommaire de cette émission, cet événement historique, la mort du pape. En ce jour du lundi de Pâques, ce matin à 7h35, âgé de 88 ans, François était apparu une dernière fois en public hier pour un court instant lors de la messe célébrée sur la place Saint-Pierre au Vatican. Parlons vrai, depuis plusieurs mois, François paraissait bien affaibli, mais au fait de nos jours, qu'attendez-vous du pape? Peut-il influencer la face du monde? Ça sera la question de notre grand débat. À 17h30, nous vous proposons cette question sur le compte X de Sud Radio. Vous intervenez au téléphone 0826 300 300. Alors, le prochain pape devra-t-il jouer un rôle géopolitique majeur? Notre invité sera Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, directeur de la radio chrétienne RCF 45. Et puis, gros moment également de cette émission, le coup de projecteur à 18h40. Emmanuel Macron a atterri ce matin à Mayotte, 4 mois après le passage du cyclone Chido. Sur place, la situation globale demeure chaotique. Le gouvernement assure avoir entamé la phase de reconstruction efficacement. Les élus locaux déplorent l'immobilisme de l'État français. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio alors que le président avait rappelé que c'était une chance pour Mayotte. Oui, l'appartenance de Mayotte à la France, c'est une chance pour qui? 1 pour Mayotte, 2 pour la France, 3 pour les deux, 4 pour personne. Estelle Youssoufa, la députée Lyotte de Mayotte, sera notre invitée tout à l'heure autour de 18h35. Vous nous appelez au 0826 300 300 et ce soir, les 3 vraies voix sont avec moi, je vous les présente. Les vraies voix Sud Radio. Un trio complémentaire, iconoclaste, volubile et visionnaire. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much. Il n'y a pas d'adjectif qui le qualifie dans ce que vous avez dit. Il n'est ni iconoclaste, ni visionnaire. Frédéric, puis-je vous poser une question d'emblée? Oui. Pourquoi on n'a pas consacré 1 heure entière au pape? Bah oui, parce que c'est quand même... Parce que tout le monde le fait, que nous sommes un petit peu différents, mais sachez bien, en tout cas, chère vraie voix, et je vais continuer la présentation, que vous aurez ponctuellement des moments très très forts autour de cet événement. Très bien. Et qu'en plus, nous aurons des intervenants de très grande qualité dont vous faites partie. Dont un Italien. Un franco-italien en l'occurrence. Donc j'espère ne vous avoir pas frustré, cher Philippe. Non, mais Bilger. pas du tout, c'était une question purement technique. Et voici une réponse en tout cas purement technique. Autre vraie voix avec nous ce soir, Françoise Degois, notre éditorialiste. Oui, alors j'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas consacré l'ensemble des vraies voix non, du pape? Je sais, alors en fait, parce que tout le monde le fait, je suis d'accord, mais en fait, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est pas une bonne idée. En D'accord, fait, d'accord. Je dis rien. Mais ça, c'est un beau débat, vous voyez, en cela. Mais si vous voulez, on peut faire que ça. Non, mais c'est vrai que la réalité, si vous voulez, c'est que c'est historique. Je regarde toutes les chaînes du monde entier, on regarde toutes les alertes. C'est quelque chose qui est totalement sidérant en réalité, parce que quand on a vu le pape hier, même épuisé, même affaibli, et qu'à 7h35, on nous annonce qu'il est mort ce matin, il y a un truc vraiment... On sent que les gens sont remués. C'est incroyable. Je vois toutes les chaînes de télé baladent leur micro-trottoir partout. Et vous étiez très attaché à ce pape, vous me l'aviez confié. Alors que je ne suis pas du tout croyante et catholique, j'étais très attachée à la personnalité humaine de ce pape. Ne vous inquiétez pas, il en sera fortement question ce soir. Super. Voilà. J'ai juste pensé à ceux qui n'en avaient un petit peu moins rien à faire. Mais c'est bien d'essayer de penser un petit peu à tout le monde. Vous voyez, c'est le principe de ce monde où finalement... On voulait vous taquiner, on fait running gag, nous. Oui, très bien. Et alors, je vais essayer mon 3e coup. Voilà. Attention, avec nous ce soir, en vraie voix, Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Qu'en pensez-vous, Emmanuel? Moi, je n'aurais qu'une question. Pourquoi ne sommes-nous pas tous en train de prier la perte de cet homme immense? Enfin, il est trop fort. Je vous adore. Vous comprenez pourquoi j'étais content de vous retrouver? On a décidé de vous emmerder, en fait. Ça commence. Je savais. Mais il n'y a même plus l'horloge. Il n'y a pas d'horloge. On nous enlève tout. On est freestyle. Et les auditeurs de Sud Radio vont partager ce moment avec vous parce que c'est vous, les auditeurs de Sud Radio, notre objectif. Et je vous l'ai rappelé. Justement, nous partons 0826 300 300. C'est parti. Le petit jingle. Non, même pas. Mais bon. Oui, non, mais c'est pas grave, parce que moi je sais que Christian est là. J'ai vu Aude au standard et Christian nous appelle de Béziers. Et bonjour à tous.
Bonjour à tous, Christian. Et bonne fête de Pâques. Et bonne fête de Pâques. Est-ce que vous aimez le chocolat ? Oui, mais pas trop. Oui, c'est sage, parce que j'ai distribué un petit peu de chocolat blanc et les vraies voix n'ont pas toutes dit moi, alors, oui. vous m'en avez pas envoyé. Je vais faire en sorte, Christian, de répondre à vos attentes. Vous allez être en tout cas notre auditeur fil rouge, avec pour vous un sujet coup de gueule que vous nous avez proposé, qui n'est pas autour du pape, ce qui prouve bien qu'il y a d'autres centres d'intérêt aussi. Petit message à mes amis autour de la table. Ouais. Je vous écoute. Alors, l'histoire surtout quand on les choisit de son vivant. Ce qui veut dire... Ça veut dire Développer, Philippe Il Bilger. aurait été difficile à l'auditeur de le choisir hier, par exemple. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Et demain peut-être, en revanche. non. Voilà. Christian... À moins d'être de 20. Christian, vous voulez répondre à la déclaration d'Amélie de Montchalin qui commence à essayer de trouver de l'argent un petit peu partout et notamment sur les niches fiscales. Nous vous écoutons. Oui, désolé d'ailleurs de développer ce sujet-là vu les événements, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Amélie de Montchalin, si vous regardez un peu son historique, je vais être un peu critique, je vais dire c'est la reine qui gère les gueux. Et dans les gueux, vous retrouvez les retraités. Alors donc on va commencer à leur piquer de l'argent et puis on verra à continuer à faire nos fêtes. Quand on fait un petit bilan de dépenses actuellement et une capacité d'économie, on se rend compte que 900 agences d'État, c'est un peu plus de 3,5 milliards d'économies. Les associations, c'est plus de 300 millions. Les 925 personnes qui composent 348 sénateurs et 577 députés, c'est 200 millions. Commençons déjà à calculer un peu quelles sont effectivement les économies réelles que l'on peut faire. Donc, ce qui veut dire que vous estimez que ce n'est pas une priorité. La question qu'on peut se poser, Christian, abattement de 10%. L'abattement des retraites, il est limité à 4 321 €. Ok ? Bon, le salaire moyen d'un ministre, est-ce que vous le connaissez? Oui, moi je le connais très bien. Françoise, allez-y. Un ministre, ça gagne entre 7 et 8 000 euros par mois. Ce qui est pas énorme. Et ce qui n'est pas du tout volé. Non, mais franchement, sérieusement. Ne pas négliger les avantages. Écoutez, soyons sérieux. Nous sommes le personnel politique un des plus mal payés d'Europe. Je suis désolé de vous le dire. Le président de la République en France, il gagne 10 ou 12 000 euros par mois. Il y passe 24 ans sur 24. Moi, je suis pas. Moi, je trouve que franchement, les ministres ne sont pas. Mbappé passe devant le président, lui donne une pièce. Je pense pas que les ministres soient surpayés. Bon, mais au-delà de ça, restons et concluons sur cette question, Christian. L'idée, c'est voilà. Arrêtons d'attaquer toujours les mêmes personnes. Arrêtons d'attaquer systématiquement les gens qui ne peuvent pas réagir. Et essayons d'être un petit peu plus pragmatiques sur la gestion des économies possibles. Mais moi, je voulais vous dire un truc. Moi, je suis d'accord sur les niches fiscales. Vous savez, par exemple, il y a la niche des journalistes, abattement de 30%. Oui. Et voilà, faisons-la sauter. Ça, c'est des millions qui rentrent dans les caisses de l'État. Allons-y, ils n'oseront pas le faire. Mais pourtant, vous savez, le nombre de niches... Vous savez qu'il y a énormément de journalistes, pour le coup, qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Non, mais je suis désolé de vous le dire, mais le nombre de niches, franchement, qu'il y a en France, il y en a 467. Et comme dirait l'autre, dans chaque niche, il y a un chien qui aboie et qui mord. Excusez-moi, mais il y a un nombre de dérogations. Moi, même en tant que journaliste, franchement, vous le dites, allez-y, touchez aux niches fiscales. Bon, allez, et Christian de Béziers donc nous dit, c'est vrai que pour les retraités qui représentent quand même une force de pouvoir d'achat non négligeable. Alors certains touchent aussi beaucoup et finalement, bon, mais c'est un bon débat. Vous voyez, c'est important. Christian, vous restez avec nous tout au long de cette première heure. Vous êtes notre auditeur fil rouge. Vous avez déclenché on va dire quoi, le fighting spirit? Non, parce qu'on n'a pas envie, on veut parler que du pape, nous. De notre Françoise de Gois, même Emmanuel Abramovitch est resté calme, voilà, mais ça ne serait tardé. On se retrouve dans un instant, les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu. Je pense qu'il sera question du décès du pape. Très bien. Je le crois. Je vous félicite. À tout de suite. De l'actu quand même. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel.
très heureux de vous retrouver, chers auditeurs de Sud Radio, pour une émission qui restera tellement particulière ce lundi de Pâques qui a vu le décès du pape François. Une émission bien sûr qui nous permettra de revenir très largement sur cet événement, mais nous célébrerons aussi à notre manière ce week-end de Pâques. Avec nous, Philippe Bilger, Françoise Degois et Emmanuel Abramovitz. 3 vraies voix, vous avez pu le constater, qui sont particulièrement concernées et concernant. Ils sont prêts pour accueillir Félix Mathieu. Alors, on accueille Félix Mathieu. Moi, je vais l'accueillir. Bonjour. Voilà, c'était ça. Donc, il y a des moufles ce matin. Hein. Les 3 mots dans l'actu pour vous, Félix. Pape, reconstruction et crue. Nous vous Le écoutons. pape François est mort en ce lundi de Pâques après 12 ans à la tête du Vatican. Il y a le réquisitoire du procureur avant, hein, c'est ça? On fait le réquisitoire et on en parle dans un instant. On va faire après, c'est pas grave. Comme vous le sentez, Allez, sinon je vous dis un petit mot sur Allez, allez-y. Allez, dans un instant, on va parler donc de la mort du pape François, de la reconstruction de Mayotte et des crues dans le sud-ouest. Donc en 3 mots, et ce sera dans un instant, ce sera pape, reconstruction et crue. Voilà, nous À tout y de sommes. suite. Bravo. Bon, allez, nous allons maintenant donc accueillir le réquisitoire du procureur. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Philippe Bilger, le réquisitoire du procureur. Nous vous écoutons. Ça tombe bien, on a pu parfois s'étonner devant les choix de Donald Trump pour les ministres, je dirais, choisis dans une sorte de spontanéité pour être gentil ou de comportement erratique. Et on s'était beaucoup interrogé, notamment sur le choix de Pete Hegseth, secrétaire à la défense américaine, qui avait surpris beaucoup de spécialistes parce qu'il n'apparaissait pas qualifié immédiatement pour ce poste. Et on a appris qu'à au moins à 2 reprises, je ne vais pas rentrer dans les détails, il a parlé alors qu'il aurait dû se taire sur le bombardement américain au Yémen. Le premier était déjà infiniment grave et le deuxième a révélé à des proches devant lesquels il aurait dû évidemment se taire ce qui a été prévu. Et on se demande si Donald Trump va tirer les conséquences de cette grave faute et l'exclure du gouvernement. On n'en est pas sûr, hein, parce que souvent c'est, pardonnez-moi, entre guillemets, ces grandes gueules présidentielles sont parfois très faibles à l'égard de leurs amis. On verra ce qu'il fera. Très intéressant. En tout cas, on a entendu des premiers couacs, des premiers clics, et ça arrive, Françoise Degois. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est normal parce que ce casting était tellement délirant. Regardez ce qui se passe avec Elon Musk. Évidemment que tranquillement, je pense que la politique gagne toujours, y compris sur le monde des affaires. Elon Musk devient un boulet en réalité dans les enquêtes d'opinion, notamment pour les gens qui ont voté pour Donald Trump parce qu'il licencie des fonctionnaires à tour de bras. On voit bien que Musk est de moins en moins présent et sa sortie du gouvernement, je ne sais pas comment elle se fera, mais elle se fera évidemment. Évidemment, ce secrétaire d'État à la Défense n'était pas capé pour cela. Et je pense que, vous savez, c'est comme Emmanuel Macron qui a soutenu Benalla pendant des mois et des mois, finalement, avant de le lâcher. Les présidents... On l'avait oublié, lui. Non, mais les présidents n'aiment pas, en règle générale, être obligés de gouverner sous la pression, mais à la fin, c'est toujours la pression qui gagne. Donc, je donne pas cher de la peau du secrétaire d'État à la Défense. En fait. Emmanuel Abramovitz, c'est un des signes qui montre que Trump s'y perd ou pas? Pas nécessairement. Les lois de la statistique s'adaptent à tout, et y compris aux orateurs. Plus vous parlez, plus vous vous prononcez, plus vous avez de chances de dire une bêtise. Des conneries même, tu peux le dire, vas-y. Ensuite, on peut qualifier le couac. Je ne me permets pas de qualifier le couac. Il est trop bien élevé, mais effectivement... il a une éducation, Ben ce oui, monsieur. bien sûr, bien sûr, bien ça sûr. arrive. Maintenant, ce ticket qu'a constitué Trump avec son collaborateur, est-ce qu'il va le faire disparaître au premier couac? Pas nécessairement. Quand on choisit un homme pour travailler avec lui et qu'on lui donne tellement de responsabilités, notamment de porter la parole présidentielle, ce n'est pas pour le virer. Ce n'est pas parce que vous avez pris votre jardinier en flagrant délit de vol de votre tondeuse qu'il faut le renvoyer. Le fait de l'avoir pris en flagrant délit et de le garder peut faire changer l'esprit de votre jardinier. Je ne pense pas que le duo soit fracassé à jamais.
Ça peut être un sujet philosophique pour le bal. L'histoire du jardinier. Mais alors ça, c'est merveilleux parce que Emmanuel Abramovich, j'adore. Il raisonne comme un philosophe. C'est ça. Non, mais il fait semblant de ne pas comprendre le bain toxique dans lequel nage. Il fait semblant parce qu'il le connaît pas. Peut-être que Trump fera comme lui, mais pas pour les mêmes motifs. Non, je crois pas une minute. Vous savez, si ça commence à lui coûter des points dans l'opinion, et en plus là, c'est du secret défense, c'est très très grave. Bon. C'est ça, la réalité, c'est que ça serait une boulette sur le budget. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait une boulette sur je sais pas quoi. Mais là, c'est le secret défense. C'est autre chose. Les vraies voix. Tout à l'heure, nous l'avons évoqué. Nous étions prêts. La voici, la fameuse virgule qui accueille Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et parce qu'il a le petit moment où on commence à parler d'eux et le moment où on est complètement dedans. Donc nous l'avons dit, pape, reconstruction et crue, c'est à vous, Félix Mathieu. Le pape François, mort ce lundi de Pâques, après 12 ans à la tête du Vatican, il était apparu affaibli par sa pneumonie hier au balcon devant les fidèles place Saint-Pierre. Emmanuel Macron annonce une enveloppe de plus de 3 milliards d'euros sur 6 ans pour Mayotte après le cyclone Chido. Le chef de l'État, en visite sur place, il promet un coup d'accélérateur pour une reconstruction durable. Et puis 5 départements en vigilance orange aux crues, la Gironde, les Deux-Charentes, la Corrèze, la Dordogne. Plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit en Nouvelle-Aquitaine. Les vraies voix Sud Radio. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Un message de Pâques aux allures d'adieu. Hier, le pape François saluait les fidèles depuis le balcon et depuis la Papamobile, place Saint-Pierre, des fidèles qui, à Rome, puis dans le monde entier, ont été accueillis par la nouvelle ce matin, l'image de Lise rencontrée devant une église. Beaucoup d'émotions quand je l'ai appris à la radio, parce que évidemment on y pensait les jours derniers. Le fait qu'il soit apparu juste hier pour parler, moi j'ai pensé que c'était une sorte peut-être d'adieu sans vraiment le penser vraiment, et je me suis dit tiens, c'est étonnant qu'il réapparaisse. C'est très symbolique évidemment qu'il soit mort aujourd'hui. Il était dans la bonne lignée du message de Jésus, d'aider les plus faibles pour plus de justice sociale. Des propos recueillis pour Sud Radio par Rémi Dos Santos suite à cette annonce officielle. C'était ce matin, annonce du cardinal Kevin Farrell, porte-parole du Vatican. On l'écoute. On écoute Kevin Farrell, le porte-parole du Vatican. C'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a enseigné à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier envers les plus pauvres et les plus marginalisés. Le pape argentin, 88 ans, dont 12 à la tête du Vatican, il se remettait difficilement de sa dernière pneumonie. Les hommages affluent du monde entier, depuis Mayotte, où il est venu parler reconstruction. On va y revenir dans un instant. Emmanuel Macron a évoqué cette disparition du souverain pontife. Je veux adresser, avant toute chose, mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier. Leur dire notre soutien, dire aussi la place toute particulière qui était la sienne dans notre cœur et à nos côtés. Il était avec nous en Corse il y a encore quelques semaines. Il avait été à nos côtés à Marseille il y a plusieurs mois. Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. Des propos recueillis par l'AFP. Les funérailles du pape François doivent avoir lieu dans 4 à 6 jours. Ça, c'est les cardinaux qui en décideront. Le deuxième mot dans l'actualité, parce qu'il y a une autre actualité aussi, Félix Mathieu, c'est reconstruction avec cette nouvelle visite d'Emmanuel Macron à Mayotte. Oui, le chef de l'État promet une enveloppe de plus de 3 milliards d'euros sur 6 ans pour reconstruire Mayotte après le cyclone Chido. Sa dernière visite au milieu des décombres avait été très tendue. Aujourd'hui, donc, le chef de l'État promet une reconstruction durable de ce département français de l'océan Indien. La période a été stabilisée. Je dirais qu'on a répondu à l'urgence extrême. Maintenant, je suis là pour faire le constat de ce qui est bien fait, ce qui n'est pas assez bien fait, pour donner un coup d'accélérateur. On est maintenant au début d'une reconstruction durable de Mayotte. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux. Il faut aussi mettre beaucoup plus de moyens en défensif, mais il faut être aussi conscient du fait que Mayotte a une situation inédite.
dans ce canal du Mozambique, ce qui est une chance pour elle, pour son avenir, ce qui est aussi un défi parce qu'elle est aujourd'hui de plus en plus contestée. On voit qu'on est attaqué, qu'il y a de plus en plus d'ingérence. On connaît aussi le défi migratoire qui n'a pas attendu Chido. Et c'est une mobilisation au-delà de la phase d'urgence pour régler les problèmes de fond. Emmanuel Macron à l'occasion de cette visite sur la reconstruction de Mayotte. Le troisième mot, cru, avec ces 5 départements de la Nouvelle-Aquitaine en vigilance orange. Vous êtes peut-être nombreux à nous écouter, à être concernés. La Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, les Deux-Sèvres, plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit en Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest, comme par exemple la Vézère à Montignac-Lascaux, où habite Lucette. C'est regrettable pour tous les restaurants qui avaient aménagé, là, qui étaient prêts à réouvrir et puis que tout est détruit. Ça se voit là, c'est quand même dramatique. Lucette en Dordogne au micro de l'agence France Presse. Heureusement, les dégâts semblent seulement matériels à l'heure qu'il est. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Félix Mathieu pour cette actualité. Bien sûr, vous reviendrez au cours de cette émission, notamment pour revenir sur l'événement majeur, le décès du pape en ce lundi de la Pâque. Dans un instant, nous évoquerons la mort du pape François, survenu ce matin en ce lundi de Pâques. Nous aborderons le rôle qu'il aura tenu malgré un état de santé devenu très fragile depuis plusieurs mois. L'occasion de vous poser la question sur le compte X de Sud Radio. Le prochain pape devra-t-il jouer un rôle géopolitique majeur ? Vous intervenez également à l'antenne au 0826 300 300. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, directeur de la radio chrétienne RCF 45, sera notre grand témoin. Merci à vous d'être parmi nous, cher Matteo. Une question rapide, le pape François aura-t-il joué un rôle majeur, lui, sur la scène internationale au cours de son pontificat ? Oui, c'est indubitable parce que effectivement, il est aussi un pape et aussi un chef d'État. Et dans cette configuration, il doit aussi assurer un certain nombre d'obligations avec les autres pays. Et il faut dire aussi que le pontificat du pape François a été marqué par des guerres et des crises aussi humanitaires. Donc, il a forcément contribué à la résolution peut-être de ces crises. Il n'a pas réussi, on le sait tous, mais il a pesé en tout cas sur le débat international. Nous en parlons avec vous, Matteo Ghisalberti, dans un instant avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Emmanuel Abramovitz, et puis vous, les auditeurs de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. 17h30 en ce lundi de Pâques, 21 avril 2025, si particulier, marqué par cet événement historique qui rentrera dans l'histoire, le décès du pape François. Nous en parlons dans un instant avec nos 3 vraies voix. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Françoise Degois, éditorialiste. Et puis Emmanuel Abramovitz, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. C'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Les derniers mots du pape François hier lors de la messe du jour de Pâques. Nous vivons un événement historique, la mort du pape en ce jour du lundi de Pâques 2025. Les dirigeants du monde entier, quelle que soit leur confession religieuse, l'Iran, Israël, l'Europe, l'Inde, les États-Unis, tout le monde salue la mémoire de François, âgé de 88 ans, qui était apparu une dernière fois en public, donc hier, pour ce court instant dont vous avez entendu les quelques mots. Parlons vrai. Depuis plusieurs mois, François paraissait bien affaibli, assez âgé, il faut le dire, pour assurer pleinement sa fonction. Mais au fait, de nos jours, qu'attendez-vous du pape ? Peut-il influencer la face du monde ? C'est la question, d'une certaine manière, que nous vous posons sur le compte X. Le grand débat du jour à 17h30. Le prochain pape devra-t-il jouer un rôle géopolitique majeur ? Vous dites non à 63%, oui à 37%. Donc, ça veut dire que certains d'entre vous attendaient une prise de parole et des actes de la part du nouveau pape. Alors Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, directeur de la radio chrétienne RCF 45 est avec nous. Nous vous saluons de nouveau. Matteo, on vous a écouté. Bonsoir. On va faire le petit tour traditionnel du tour de table des vraies voix avec Philippe Bilger notamment, et puis bien sûr vous allez intervenir. Philippe Bilger, c'est un pape qui vous a marqué et qui marquera l'histoire.
qu'il marquera l'histoire, c'est une évidence, et d'autre part, il ne laisse personne indifférent. Et moi-même, par moments, je me suis laissé aller à un reproche de politisation, et en réfléchissant à la suite, évidemment, du deuil immense, je comprends que c'est peut-être plus compliqué que cela. On voit un homme qui avait une vision mondiale absolue et généreuse, et j'en aurais trop à dire maintenant, et si vous le permettez, je voudrais juste dire deux choses et peut-être les formuler sous forme de questions. J'ai été frappé par une réflexion que j'ai entendue ce matin qui formulait la chose de la manière suivante, qui disait « Il a eu un impact mondial colossal, et en même temps la compensation, c'est qu'il a divisé l'Église. » J'aurais aimé poser une question à notre ami italien. Est-ce qu'on peut dire que le verbe à la fois généreux, humaniste, absolu du pape sur certains sujets a eu une influence effective sur l'esprit politique mondial? Matteo Ghisalberti, donc journaliste franco-italien, précisément. On vous écoute. Effectivement, c'est un point de vue intéressant parce que c'est clair que ce pontificat laisse derrière lui une église fracturée et qui est dans l'incompréhension, parce qu'il y a un certain nombre de catholiques qui ne comprennent pas pourquoi le chef de leur église leur a tapé dessus. Je le parle un peu de façon générale, mais alors que ils se sont sentis stigmatisés parce que peut-être ils préféraient la messe en latin, mais en même temps ils pratiquaient quand même la charité. Ils allaient participer aussi à des activités, par exemple d'autres paroisses entre guillemets non tradies, mais tout cela a laissé beaucoup d'incompréhension. Mais en même temps, beaucoup chez les catholiques, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui est, même s'il avait été entre guillemets stigmatisé par le pape François ou par certains de ses collaborateurs, il y a toujours cette reconnaissance du fait que le pape est le pape. Il y en a un. Stop. Donc, bon. Alors, on va continuer. Matteo Ghisalberti, on va continuer le tour de table avec aussi, même chose, même question pour vous, Françoise de Gois. L'impression de cet homme, et vous nous l'avez dit déjà en début d'émission, qui vous a marqué. Oui, d'abord parce que c'est un pape révolutionnaire. C'est le premier pape à vision globale. C'est le premier pape véritablement, comment dirais-je, qui met sur le devant de la scène et qui revient finalement à l'essence du christianisme à ce point. Tous les papes ont plaidé pour l'aide, si vous voulez, aux plus pauvres, aux plus vulnérables, mais c'est une constante entêtée chez Francesco. D'ailleurs, à partir du moment où le soir il est nommé, et je me souviens très bien, il dit bonne nuit à tout le monde avec beaucoup d'humanité, dormez bien, ne prenez pas froid, et il place son pontificat sous le signe de Saint François d'Assise. Et d'ailleurs, l'histoire dit, et c'est pas l'histoire, c'est la réalité, que il s'était fait coudre dans chacune de ses soutanes un bout de la tunique de Saint François. Il n'a jamais dérogé, Francesco, à cette ligne-là. C'est-à-dire, il n'a jamais dérogé à l'aide aux plus vulnérables, il n'a jamais dérogé à son combat pour les migrants et pour les réfugiés, et il n'a jamais dérogé à un combat pour l'écologie. Et il a fait avancer les choses. Il était sobre. Il était sobre, et on verra, je pense, dans ses funérailles, Matteo nous le dira, qu'il a organisé ses funérailles de façon il a dit, je ne veux pas mourir comme un prince de l'Église. Donc, il y a quelque chose d'extraordinairement intègre, et en tout cas, de très combatif dans sa manière de mener les combats. De mon point de vue, je dirais que c'est le premier pape véritablement de gauche, mais il a fait... Alors, il est très dur sur l'avortement et la famille, mais il fait avancer, par exemple, la cause des homosexuels. Il a accepté, par exemple, que les trans soient baptisés. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement moderne chez cet homme. Il y a quelque chose d'extrêmement transgressif aussi. Il s'était fait beaucoup d'ennemis au sein de la curie, mais je ne crois pas du tout qu'il ait divisé l'Église catholique. En réalité, je crois que la plupart des catholiques sont fiers d'avoir eu un pape aussi puissant. Et donc premier pape de l'hémisphère sud, non européen. Matteo Ghisalberti, sur ce que vient de dire, donc Françoise de Gois. Mais tout cela, est-ce que ça a permis de faire avancer? Parce que notre sujet, c'est finalement le rôle du pape sur l'ensemble de la planète. On attend le suivant, mais celui-ci, si vous pouvez réagir, donc Matteo Ghisalberti, à ce que vient de dire Françoise de Gois.
Je suis en partie d'accord. D'une part parce que on peut être effectivement dans l'air du temps, mais dans l'Église est fondée par le Christ. Et le Christ a dit un certain nombre de choses, il a fait un certain nombre de choses, et donc on peut en inventer d'autres, mais c'est pas l'Église. Donc, il y a une histoire d'interprétation des textes saints, et ça laisse une part d'interprétation, c'est le cas de le dire. Même là, on peut pas faire des choses à la mode parce que d'une part, c'est contraire à ce qui a été enseigné, et puis pourquoi ne pas faire autre chose? Enfin, c'est très dangereux dans l'Église d'ouvrir la porte à des interprétations qui sont du moment. Comme quoi Donne un exemple. Est-ce que l'écologie, c'est une interprétation du moment, honnêtement? Je ne comprends pas. L'écologie, ça m'intéresse parce que je vois bien, un exemple, Matteo les tendances qu'il y a dans la curie, donc vous n'êtes pas une tendance, Francesco. Matteo Ghisalberti répond. Un exemple. Il y a un exemple très simple. Le pape François a écrit une encyclique Laudato Si qui prend le nom, exactement le même titre d'une prière, d'une poésie que tous les écoliers italiens étudient en primaire, c'est-à-dire Laudato Si. C'est une prière écrite par Saint François d'Assise en 1200 et quelques. Dans cette encyclique, on parle beaucoup effectivement de la création, comme on l'appelle chez les chrétiens, mais on parle pas beaucoup de la fin de cette prière dans laquelle Saint François d'Assise, pas moi, pas le pape, mais quand même un saint, rappelait toujours de faire attention, il mettait en garde les chrétiens pour qu'ils ne meurent pas en état de péché. Et parce que voilà. L'homosexualité est un péché pour vous, par exemple? C'est pas mon opinion, mais non, mais sur l'interprétation que vous en faites, en l'occurrence. Non. L'Église est claire sur ça, et donc tout a été déjà dit. Mais il y a quand même aussi un espace spirituel qui va au-delà des choses qu'on peut faire à la mode. Et je ne parle pas que de notre siècle, attention, parce que l'Église a 2000 ans. Hein. Oui, la mode est un éternel recommencement. Autour de la table, toujours, notre troisième vraie voix, Emmanuel Abramovitz, qui a été patient. Allez-y, votre impression sur ce pape, Emmanuel? Je ne peux pas oublier les éléments qui ont fait qu'il est arrivé à la tête de Saint-Pierre de Rome. Nous n'avions jamais vu un pape démissionner, et ce sont ces circonstances qui permettent son accès au pouvoir. Démission de Benoît XVI. C'est le premier élément. Donc cohabitation entre les deux. Oui. 10 ans. Et entre les deux, il y a un lien invisible qui est celui de l'administration profonde que l'on appelle, nous, la curie, et que l'on connaît finalement relativement mal. Donc, il arrive dans des circonstances qui ne lui permettent probablement pas, vu qu'il n'a pas décidé, qui ne lui permettent probablement pas de faire ce qu'il souhaite. Il a un positionnement qui prête quand même à interrogation. Moi, je me souviens quand il était encore en Argentine, qu'il y a eu cet attentat absolument atroce contre le centre communautaire juif qui a fait plusieurs centaines de morts, que sa position vis-à-vis des juifs, mais surtout vis-à-vis du gouvernement, qui a étouffé l'enquête, qui a protégé le Hezbollah et qui a permis le suicide, pour ne pas dire l'assassinat du juge qui arrivait aux conclusions que le pouvoir a été responsable et avait couvert. Donc il m'avait un petit peu étonné. Mais j'ai oublié tout ça quand il est devenu pape, car j'ai pour le pape et l'institution un respect profond. Maintenant, j'ai quand même quelques questions qui me taraudent toujours. Alors, on commencera par une, hein, et puis après, on continuera, parce qu'on va essayer de faire tourner un peu. N'a-t-on pas plus entendu le pape quand Erdogan a décidé de transformer la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée?
Ah, alors ça, c'est un cas très particulier. Donc, alors plus généralement, Matteo Ghisalberti, sur ce rôle du pape François, on entend qu'il est très actif, on entend qu'il prend position. Est-ce qu'il a lancé quelque chose qui doit finalement se perpétrer? Est-ce que, plus que les autres, peut-être, lui, ce pape François, a pesé sur la géopolitique mondiale, Matteo Ghisalberti? Je pense qu'il a continué un travail initié au moins par le pape Jean-Paul II, que n'oublions pas a contribué sérieusement à la fin du communisme et à la chute du... C'est vrai, c'est ce que je voulais 80, oui, qui était polonais, rappelons-le. Un vrai rôle politique, c'est Jean-Paul II. Ça, c'est voilà. Mais même avant, il faut pas oublier que je veux dire, jusqu'à à l'unification italienne, la papauté avait aussi un territoire beaucoup plus étendu que de celui actuel, et donc elle avait des légats, des ambassadeurs, les nonces apostoliques comme on les appelle, un peu partout en Europe et dans le monde. Donc il y a eu toujours un poids moral, et c'est aussi ça qui fait la différence par rapport à un pays entre guillemets normal. Et ça va se perpétrer ou pas? Toujours. Je pense qu'il y aura toujours cette chose. La question, à mon avis, c'est plutôt est-ce qu'il y aura plus un poids moral, ou on restera sur le terre-à-terre politico-politique? Voilà. Attendez, les vraies voix, parce que au 0826 300 300, Christian est là, Christian de Béziers, les auditeurs de Sud Radio, bien sûr, prioritaire. Cher Christian, pour aller dans le sens de ce que vous écoutez, est-ce que vous étiez sensible à l'action de ce pape? Est-ce que ce pape vous a semblé faire avancer les choses, Christian? Alors, sensible à l'action du pape, oui, évidemment. C'est quand même quelqu'un qui a essayé d'avancer dans pas mal de domaines. Le seul problème, c'est que on est quand même dans l'Église. Trop s'impliquer en politique va créer quand même d'autres conflits. Et on va sectoriser en fait l'Église chrétienne. Et à mon avis, ça, il faut y faire très attention. Il a eu des positions, par exemple, sur, je prends un exemple, Gaza. Sur Gaza, une fois il critique un côté, un parti, une fois il critique de l'autre côté. Il a reconnu l'État palestinien, le drapeau palestinien a pu être érigé. Il est très clair sur les Juifs aussi, franchement. Oui. Donc honnêtement, il a une position puissante, moi je trouve. Allez-y, Christian. Puissante, oui, mais... son message d'hier, c'est formidable. Oui, mais a-t-il l'intégralité des informations, des événements qui se passent sur place dans tous les événements où il est intervenu? J'en suis pas certain, moi. Non, si. Alors, Philippe Bilger, vous vouliez réagir? J'ai entendu Françoise tout à l'heure reconnaître que c'était probablement le pape le plus à gauche dans l'histoire de la papauté. Mais je n'en tire pas d'argument. Je réfléchis, est-ce qu'on peut dire, et c'est une question, est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement un pape de gauche, ou est-ce qu'il a été tellement animé par une volonté de paix et d'alliance, d'harmonie mondiale, que ça l'a conduit à ne pas se soucier de la morale des États et des gouvernements, et qu'en réalité il poussait jusqu'au plus beau intégrisme l'enseignement du christianisme. Emmanuel Abramovitch, deux éléments de réponse. Le premier, il est un peu historique, et c'est une citation que vous me pardonnerez de citer Staline ici, mais c'est le pape combien de divisions. Donc l'action papale ne pourra jamais être autre que morale. Il peut influer par la morale sur le comportement géopolitique des chefs d'État, mais rien de plus. Et quand effectivement on est pour les uns le lundi et pour les autres le mardi, sachant que les deux se font la guerre tous les jours, il y a un moment où ce n'est pas tenable longtemps. Moi, je voudrais juste terminer mon propos par... il a évoqué Gaza, très bien, tout le monde a le droit de dire Gaza ça peut pas durer, mais où sont passés la majorité des chrétiens de Gaza? Que sont-ils devenus? Et qui les ont assassinés ou chassés? Bon, bien sûr, je suis d'accord sur les Arabes israéliens et sur les Palestiniens chrétiens. C'est une vraie guerre dont personne ne parle jamais, et que pour bien connaître le Proche-Orient, et qu'on paye très cher, même continue de payer très cher. Moi, je veux dire sur ce pape-là, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Abramovitch. D'abord, c'est un pape qui est absolument clair et d'une grande puissance dans ses liens avec la communauté juive. Il était cardinal d'Argentine. Il allumait, comment dirais-je, pour Hanouka, les chandeliers. C'est quelqu'un qui a fait
qui a fait un dialogue extraordinaire avec le grand rabbin Scorza. Je vous invite à le lire. Ça s'appelle Sur la terre comme au ciel, qui est exceptionnel. C'est quelqu'un qui n'a jamais, s'est jamais caché derrière son petit doigt. Et j'aime à dire, je disais ça avec mes copains, moi, de la communauté juive de Rome. On se disait toujours, ce pape-là, il aurait sauvé des juifs. C'est pas comme un certain, si vous voulez, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien vu, François. Je termine juste en disant que je suis pas d'accord non plus avec Emmanuel. Je pense que le pape, depuis la nuit des temps, a un rôle diplomatique réel. J'ai une dernière question avec une réponse rapide pour vous, cher invité Matteo Ghisalberti. Parmi les potentiels successeurs, il y aurait un Français, l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Aurions-nous une chance d'avoir un Français? C'est juste la question pour terminer, c'est le côté cocorico. Ouais, vous croyez? Matteo. J'ai pas la boule de cristal. Les bookmakers sont lancés, Matteo, je pense, déjà, depuis 7h45. C'est votre conclusion, Matteo. Allez-y. Il faut pas oublier que pour être un pape, il faut être choisi par le conclave et qui est animé par l'Esprit Saint. Donc il faut avoir un certain nombre de caractéristiques peut-être, mais qui ne sont pas écrites. Peut-être il faut chercher chez un pape qui n'est pas trop jeune, mais qui a une grande expérience justement dans la diplomatie mondiale. Oui. Je ne pense pas donc que actuellement il y ait des candidats français pour l'instant, mais tout est possible. Vous diriez qui? Vous diriez le cardinal Erdo, le Hongrois, ou vous dites Paroline? Elle vous pousse dans vos retranchements. Allez, dites-moi. Et c'est Paroline. le dernier mot. Faites attention à ce que vous dites. Un Suédois, j'ai entendu ça. Oui, Arborelius, mais est-ce que Paroline tiendrait la corde? Françoise, dans votre description. Paroline tiendrait la corde, mais je n'exclus pas aussi le cardinal qui est le patriarche des latins de Jérusalem, Pizzaballa, et qui forcément, malheureusement, il est amené à faire avec une guerre quotidienne et qui connaît très bien la curie aussi romaine. En tout cas, 63% des auditeurs qui ont participé à la consultation, les auditeurs de Sud Radio sur notre compte X, disent non, aux alentours de 60%, ce n'est pas le rôle du pape de jouer d'avoir une vocation géopolitique. En tout cas, c'était passionnant. Merci, cher Matteo Ghisalberti. Nous reparlerons évidemment, bien sûr, les vraies voix du pape tout au long de cette émission. Mais vous savez que c'est l'instant détente et comme nous sommes quand même dans un jour férié, dans un instant, nous allons jouer. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Alors c'est une petite tradition quand j'ai le plaisir de vous retrouver, quand ça sent un peu les vacances et la détente, que Philippe et Cécile sont absents. Eh bien je vous fais mon petit quiz. Alors là ça va être un quiz pascal évidemment. Qu'est-ce qu'on fait à Pâques? Qu'est-ce qu'on célèbre vous savez, parce qu'il y a la vocation première de célébrer ce qui s'est passé. Je vous en dis pas plus parce que ça vous donnera des éléments. En tout cas pour jouer avec nous dans le quiz, notre auditeur fil rouge, j'ai une protestation. Christian, vous allez la donner dans un instant. On parle de la Pâques chrétienne, on parle de Pessah, on parle de quelle Pâques? De la Pâques chrétienne. Ah ben vous êtes discriminant. Alors, voilà. Non, vous savez en plus, normal. Vous savez, le calendrier nous a réservé une très belle surprise. La Pâques orthodoxe et la Pâques catholique et protestante se passaient le même jour. Et on sort de la période de Pessah le même jour que la Pâques chrétienne. C'est incroyable. Envoyez le jingle, Maxime. Yes. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Christian, vous êtes avec nous. Vous allez devoir, Christian, choisir votre partenaire. Est-ce que ce partenaire est Philippe Bilger, Emmanuel Abramovitz ou Françoise de Gois? Essayez de comprendre qui est le plus à l'aise sur les chansons. Emmanuel, d'accord. Il y a eu une chanson sur vous, Emmanuel, comme ça. Le soleil. Vous êtes planté de choix, Christian. Je vous le dis juste. Alors écoutez bien, donc Christian est avec Emmanuel Abramovitz. Et nous, le Philippe duo, et moi, Philippe Bilger, Françoise de Gois. Écoutez bien, chaque duo va avoir à répondre à son extrait. Si le duo ne répond pas bien, l'autre peut répondre et prendre le point. Une seule réponse par duo. Écoutez bien le clin d'œil à Pâques. On commence par vous, Emmanuel, et vous, Christian. Quel est le chanteur? Uniquement vous deux pouvez répondre et une seule réponse.
C'est un jardin. Oh, c'est facile. Extraordinaire. Bien sûr. Alors, qui donne la réponse, Christian ou Emmanuel? Avec son petit chapeau, là. Charles Trenet, Christian, c'est bien, ça vous fait un point. Je précise que la première était plus rapide. C'est au tour maintenant de Françoise et de Philippe. Toujours le petit clin d'œil à Pâques. Claude François, allez, hop. Ça fait... Franchement, mais c'est trop facile. Le début, c'est facile. Le début, c'est facile. Et voici maintenant un peu plus dur. Cher Emmanuel, cher Christian, donnez-moi l'interprète. Taille-moi les hanches à la HG. Olivia Ruiz. Oui, Christian. Olivia Ruiz. Il est fort, Christian. Il est vaporisé, on va les vaporiser. Et Emmanuel, vous semblez haut. Vous avez donné des chocolats. Et vous l'aviez, Emmanuel. Bah oui, Olivia Ruiz. Attention, c'est au tour du duo Philippe Bilger, Françoise de Gois. Je vous avais mis les mots comme dans une chanson. Alain Chamfort. Oui, revenir Françoise. avec vous. Vous avez compris le clin d'œil, J'adore. revenir avec vous, la résurrection, tout ça. Ouais, Alors mais là, là, il faut vous êtes tiré par les tiges, Oui, hein, votre bah, truc. c'est mon truc, vous me connaissez, vous me l'avez ça ne souvent peut pas être Philippe reproché. David qui fait ça. Rapport aux cheveux, je veux dire. Bon, allez. C'est à double tranchant, vous êtes magnifique. Vous êtes à un triple niveau Vous d'intérêt. avez vu ça? Bon, Mon Fifi, attention, si tu nous écoutes. le match est très serré, il reste encore 2 extraits par duo. C'est à vous, Emmanuel et Christian. Chercher sans un point de repère, partagé en deux hémisphères comme une erreur de l'univers. Amir, non? Oui, j'ai cherché les Amir. chocolats, Excellent. les petits bonbons et tout ça. Amir, c'est Amir. Oui, c'est Amir. Attention, maintenant Françoise et Philippe. Mais as-tu la vie Zoé de Sagazan. Zao de Zagazan, oui. Alors ça fait 3-3. Pour C'est l'instant, terrible. personne Oula. ne se trompe. Attention. Duo 1, Christian et Emmanuel. Tombé du ciel. Oh, facile. Jacques Higelin. Ouais. Oui, Jacques Higelin. Alors écoutez bien, tout va se jouer sur celui-ci. Et tout le monde va pouvoir jouer. Ah mais non, c'est injuste. Oui, parce que sinon c'est égalité. Non mais alors, on s'en fout, mais c'est complètement... Mais c'est dégueulasse ce que tu fais là. Oui, on pénalise on une nous équipe. pénalise, nous. Mais non, mais toi, C'est t'es pire vraiment... que Philippe Ah, si, David. C'était pire que Philippe David. Tout le monde Non, peut bah non, répondre. pas d'accord. Moi, je joue plus, stop, j'arrête. De toute façon, jouer... Alors, seuls Philippe et Françoise Merci. peuvent répondre. Voilà. Le pape a dit. Oh, il est Mitchell, c'est bon, allez. Pas de boogie, pardon. Vous avez tous gagné. Oui. Ah, bah, Et je voudrais dire ô combien Christian de Béziers Il a a été été très fort. exceptionnel. Bravo sur Olivier Ruiz. Il aurait ramené chocolat alors. Bah oui. Bien sûr. Allez, on se retrouve dans un instant, bien sûr, à 18h, votre journal. Et puis les vraies voix qui restent avec nous. Philippe Bilger, Françoise de Gois, Emmanuel Abramovitch. Pas de boogie-woogie. Ça a été un plaisir. Devenu péché mortel, ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières de soir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Et c'est un grand plaisir de partager ce spécial Vraie Voix du lundi de Pâques, marqué par un événement historique. Nous allons y revenir bien sûr tout au long de cette heure que nous allons passer avec nos 3 vraies voix. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Françoise de Gois, éditorialiste. Et puis Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Nous filons au standard. Les vraies voix Sud Radio. Avec ce moment qui vous est consacré, les auditeurs, vous prenez la parole, vous réagissez sur l'actualité. Évidemment, une actualité marquée par le décès du pape, direction Narbonne. Cédric est avec nous. Bonsoir Cédric. Bonsoir à vous tous. Bon, tout le monde est forcément marqué par cet événement. Est-ce que vous, dans vos souvenirs, dans votre impression, il y a des moments forts, positifs, que vous vouliez partager avec nous ?
Alors des moments forts positifs, oui, mais tout a été dit. Donc j'ai écouté tout à l'heure justement les vraies voix, donc c'était un peu compliqué de rajouter sur des choses qui ont été dites, mais je vais quand même le faire. Oui, parce que c'est important d'avoir votre opinion. Voilà. L'une des seules choses qui m'a réellement bien marqué dans ce pontificat, c'est déjà la cohabitation avec Benoît XVI durant quelques années, et surtout après, ils ont enfin délié les langues et avoué que le Vatican et l'Église catholique en général, en fait, faisaient des choses qui n'étaient pas très bien sur les enfants, et il a dit qu'il fallait vraiment que ça se cesse, non content, mais qu'il fallait que les éclaircissements soient faits. Et d'ailleurs, il devait ouvrir les livres au grand public par rapport à ce qu'il s'était passé avec l'abbé Pierre. Et il y a des choses depuis 1958 qui ont été cachées par le Vatican, et il devait ouvrir les livres dans les prochaines semaines, là, en plus. Donc c'était assez étrange. Alors, vous voyez, hein, vous aviez peur de faire une redite, mais pas forcément, parce qu'on n'a pas pris le temps. Alors, on va réagir avec les trois vraies voix sur ce que vous dites, Cédric, sur l'histoire de ces crimes de pédophilie. Est-ce que, Philippe Bilger, vous avez l'impression que ce pape a fait avancer cette espèce d'omerta ? Enfin, du moins, il a cherché à lutter contre elle. Et il a fait beaucoup de choses là-dessus, mais on a encore beaucoup de choses à faire dans l'Église catholique là-dessus. Je ne comprendrai jamais comment le catholicisme peut considérer qu'un certain nombre de transgressions délictuelles et surtout criminelles peuvent faire l'objet d'un traitement comme si le catholicisme était une autarcie impérieuse qui devait cacher sa mère insupportable. Et je pense qu'un jour un pape devra dire encore plus nettement, péremptoirement, qu'il est inadmissible de prétendre gérer ces crimes en quelque sorte dans l'univers clos de cette religion. Cédric, je sais que vous aviez d'autres points et on peut peut-être les confronter à Françoise et à Emmanuel qui sont là. Vous vouliez parler de l'avortement aussi, sur la question de l'avortement ? L'avortement, j'étais justement choqué qu'il puisse dire que c'était quelque chose qui permettait, grosso modo, de prendre des tueurs à gages. Je pense que l'avortement, lorsqu'une personne se fait agresser, se fait violer, finalement, ne peut pas se libérer d'un poids moral. C'est compliqué. Après, toute personne peut vivre les choses différemment. Et moi, je pense que on est libre de notre corps, et que ce soit le Vatican ou que ce soit quelque autre religion, n'a pas à nous dire qu'on doit garder un enfant alors que on ne peut pas. Françoise Degois, sur l'avortement, c'est peut-être, on va dire, le point noir. C'est le point dur, c'est-à-dire sur l'avortement et la vision de la famille, hein, parce que quelle que soit l'ouverture de la vie évidente de Papa Francesco, la réalité c'est qu'il est pape aussi, il faut jamais l'oublier, et donc il est, comment dirais-je, le gardien d'une doctrine extrêmement sévère. Et c'est vrai qu'on a souvent vu des papes qui avaient l'air beaucoup plus souples, je pense à Jean-Paul II, sur le plan social, et très dur encore sur le plan sociétal. Et la réalité, l'avortement, c'est vraiment le point noir. C'est par exemple ce qui pouvait faire que je pouvais m'opposer au pape François. Pour le reste, il est celui qui va le plus loin sur les crimes de pédophilie, il est celui qui va le plus loin sur l'acceptation de l'homosexualité, parce que vous avez des mouvements dans l'Église catholique, je pense au mouvement Goliath par exemple, mouvement réformateur, et des mouvements très ouverts là-dessus. Il est celui qui pousse au maximum. Il n'a pas poussé, mais on va se rendre compte, je regardais la une du Figaro qui est absolument magnifique. Le Figaro n'était pas un ami du pape François. Il rend un hommage incroyable à l'homme, en disant que il est adulé dans le monde entier pour son humanité, qu'il est également détesté par une partie de la curie, et là je pense qu'on va le voir dans le conclave, mais qu'en réalité il est encore trop tôt pour dire s'il a vraiment fait avancer ou pas les choses, mais que incontestablement cet homme a été surpuissant, incontestablement. Et Emmanuel Abramovitch, pour réagir à ce que nous dit Cédric depuis Narbonne, et vraiment des propos qui sont très forts. Oui, très forts. Vraiment, Cédric, merci. Alors il y a du point positif, il y a du point négatif. Emmanuel, tranchez. C'est à vous de façon très particulière, Cédric, parce que j'ai bien entendu ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire ce que compte
comptait faire le pape dans les jours suivants? Et je vais utiliser une expression pas très clean, mais je vais quand même vous évoquer. On ne choisit pas toujours le moment de sa mort quand on loge et qu'on dort au Vatican. Et j'ai souvenir d'un pape oublié qui était pour une église sobre, pauvre, près des gens, près de la terre. Il s'appelait Jean-Paul I et il a décidé de lutter contre les dépenses dispendieuses de la curie. Il est resté que quelques jours avant. Et je crois qu'il l'a payé cher. Je n'en dirai pas plus. Ouais, ça n'engage que vous pour le coup. Il y a toujours ça engage beaucoup de gens. C'est-à-dire que Jean-Paul Ier, finalement, Francesco se place dans la ligne, en réalité, de Jean-Paul Ier. C'est-à-dire la sobriété. Il rentre en guerre contre la curie, il rentre en guerre sur la pédophilie. Je réponds à notre ami. Il a eu des choses très dures. Il a viré un nombre incalculable de prélats. On l'a absolument pas su parce que ça s'est fait dans le silence de l'Église. Mais c'était courageux. C'était courageux. Il a rééquilibré le nombre par exemple, de cardinaux africains parce que c'était un scandale. On va avoir le temps d'en parler. Voilà. Donc il a fait des choses dans l'ombre. Merci Cédric de Narbonne. C'était très intéressant ce que vous nous avez dit. Merci, bonne soirée à vous. Dans un instant, nous allons avoir aussi un beau témoignage d'une adolescente qui s'est faite baptiser en ce week-end Pascal, et bien sûr elle sera l'invitée de Félix Mathieu. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brandel. Beaucoup de discussions, beaucoup de réactions en ce jour historique, évidemment, le décès du pape François, un lundi de Pâques, le 21 avril 2025. Les vraies voix sont autour de la table et toujours en train de discuter. Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much, Françoise Degois, éditorialiste, Emmanuel Abrahamovitz, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Vous êtes prêts? Je vous ai annoncé un rendez-vous particulièrement savoureux avec Félix Mathieu qui arrive. Les vraies voix Sud Radio. Félix, la disparition du pape François intervient après un week-end de Pâques marqué par une hausse du nombre de baptêmes d'adultes et d'adolescents. Oui, c'est un symbole fort pour celui qui prônait le retour à une forme de piété populaire. C'était il y a quelques semaines encore en Corse. Le pape François s'éteint donc en ce lundi de Pâques, alors que sur un an, les baptêmes d'adultes ont augmenté de plus de 40%. Beaucoup de 18-25 ans chez les plus de 10 000 adultes qui se sont fait baptiser dans la nuit de samedi à dimanche. Et même, oui, effectivement, des croyants un petit peu plus jeunes que ça, comme par exemple Natacha, 15 ans, qui est en ligne avec nous depuis le Val d'Oise. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Bonsoir Natacha, et félicitations on dit pour le baptême. Pour le baptême. Bien sûr, c'est vachement bien. Merci beaucoup. Félicitations et merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio pour nous expliquer un petit peu cette démarche. Vous vous êtes fait baptiser donc ce week-end. Ça a été quoi le déclic pour vous? Comment est-ce que vous avez pris cette décision? C'était un peu... pardon de bégayer. Ça nous arrive à tous, même à Françoise Degois. Allez-y Natacha. C'était un peu une évidence pour moi, je le sentais depuis assez longtemps et j'ai senti que c'était enfin le moment de faire ce choix-là. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis lancée dans le catéchisme, je me suis inscrite à la paroisse de ma ville et je l'ai fait Parce que c'est vrai que beaucoup de baptêmes, c'est des bébés, des gens qui sont même pas encore en âge de parler. Vous, c'est une démarche différente forcément de faire ça à 15 ans. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens se font baptiser quand ils sont bébés. J'avais 8 jours, moi, Natacha. Ça fait longtemps. J'avais 8 jours. Et vous, Félix? C'est hier, François. Et vous, Félix? Je le suis pas. Philippe Bilger, vous étiez tout petit. On va l'écouter. Oui. Natacha, allez-y, Natacha. Philippe Bilger vous relance, comme on dit. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle dit. J'adore. Allez-y, Natacha. Non, mais beaucoup de gens se sont baptisés quand ils sont petits, alors que je trouve ça beaucoup plus intéressant que ça soit le choix de chacun de se baptiser quand on se sent prêt à rentrer dans cette religion. Oui, parce que du coup, vos parents n'étaient pas pour, parce qu'en général, c'est une décision des parents. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents, là-dessus? Mon père n'était pas pour. Surtout quand j'étais bébé, il voulait vraiment que ça soit ma décision et ensuite, du coup, il a été pour par la suite.
Est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes gens de votre âge se tourner vers la religion, avoir ce genre de démarche? On sait que sur les réseaux sociaux, par exemple, on a plus qu'avant des comptes, même TikTok, des comptes sur ce genre de plateformes qui vont parler de carême, de religion. C'est quelque chose qui est un peu apparu. Est-ce que vous le voyez autour de vous, que c'est une démarche que font d'autres jeunes gens de votre âge? Souvent, les gens de mon âge sont déjà baptisés, mais beaucoup plus prennent au sérieux la religion grâce aux réseaux sociaux, parce que ça pousse beaucoup de jeunes, par exemple, à faire le carême. Oui. Alors ça part quand même beaucoup des réseaux sociaux. Donc je sais pas, Natacha, vous consultez souvent les réseaux sociaux, mais si finalement ça prend autant, c'est que pour vous, Natacha, c'est à travers ce canal du réseau social. Non, pas du tout. Non. Moi, je suis dans un collège catholique et j'ai fait toute ma scolarité depuis la maternelle en privé et catholique. Et du coup, j'ai toujours été beaucoup informée sur la religion chrétienne. Oui, alors ça c'est. J'adore, j'adore. Mais vous avez une conscience, c'est pas une question du tout pour me moquer de vous, c'est très important pour moi. Est-ce que vous avez eu une sorte d'illumination ou d'appel? De révélation. Une révélation, oui, c'est plus juste, effectivement. Oui, c'est ça. J'ai senti comme quoi c'était le moment, en fait, de me baptiser et de rentrer dans la religion sérieusement. Mais est-ce que vous priez, par exemple, moi je me souviens, j'ai été élevé chez les sœurs, donc on faisait la prière le matin, le soir, etc. Est-ce que vous priez Jésus? Est-ce que vous avez une figure catholique qui vous touche le plus? Marie, souvent c'est Marie en fait. Hein. Oui, je prie assez souvent et oui, c'est Marie qui est un peu la figure. Oui, c'est ça, voilà. Alors, on arrive justement à la figure tutélaire, le pape aussi. Le pape, c'est vrai que c'est une coïncidence assez étonnante. Il s'éteint un lundi de Pâques et, en l'occurrence pour vous, il s'éteint le lendemain de votre baptême. Ça vous inspire quoi, cette coïncidence? C'est quelque chose dont vous allez vous souvenir, là, ce week-end de Pâques? Oui, c'est vrai, et c'est assez une coïncidence spéciale parce que il a vécu tout le carême à côté des croyants et que c'était un peu la figure catholique de la religion, donc c'est un peu surprenant, mais on peut se dire que Dieu l'a voulu comme ça. A voulu que ça se passe comme ça. Alors, réaction rapide, Philippe Bilger, je vous vois vraiment très impressionné. D'abord, c'est touchant, elle est adorable, mais ce qui me frappe, c'est le pape. On a connu ça tragiquement dans nos petites vies. C'est le moment comme si le pape avait décidé de mourir le lendemain du dimanche de Pâques. Je crois beaucoup à cela, je l'ai vécu dans mon environnement. Il y a des êtres qui attendent de mourir après avoir appris une nouvelle qu'ils attendaient et qui les maintenaient. Et Emmanuel, parce que tout faut pardon. Cher ami, le départ du pape correspondant à votre baptême peut vouloir vous dire que maintenant qu'il n'est plus là, vous êtes devenu une adulte par le baptême en entrant dans la chrétienté et qu'un monde nouveau s'ouvre à vous. Le petit clin d'œil, je le rappelle, d'Emmanuel Abramovitch, qui est porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. On m'attendait pas là. Hein. Voilà, mais moi, je trouve ça beau. Si vous prenez le relais, c'est très beau. Merci à Natacha. Félicitations pour ce beau baptême célébré sur l'antenne de Sud Radio, quand même. Bravo. Merci, cher Félix Mathieu. Ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Nous, on s'en fout. L'œcuménisme. On est sans critique. Nous nous connaissons si bien. Allez, on se lance maintenant sur le tour de table. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ils sont autour de la table, Philippe Bilger, Françoise Degois, Emmanuel Abramovitch. En ce jour si particulier, c'est un vrai plaisir de partager avec vous, les auditeurs de Sud Radio, cette émission du lundi de Pâques, qui est aussi l'émission du jour du décès du pape François. Le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Alors évidemment, nos vraies voix ont un petit peu adapté le tour de table et
une de nos 3 vraies voix a décidé de revenir sur le pape François. C'est vous, Françoise de Gois. Parlez-nous de cette fin et du début de ce qui commence. Oui, c'est vrai, parce que je suis très touché par ce qu'a dit Philippe Bilger il y a quelques minutes sur le fait qu'à un moment donné, il a choisi d'une certaine manière Pâques. Ce matin, je lisais les premiers papiers qui tombaient dans la presse italienne, donc les vaticanistes très informés, et avec ce médecin, le médecin du pape, un médecin qui disait que les médecins du pape lui avaient strictement interdit pendant 2 mois de bouger de sa chambre, de faire le moindre effort au risque de mourir parce qu'il était très fragile. Et en réalité, on voit cet homme qui a cette interdiction-là dans la tête, mais qui n'en tient pas compte parce que il se dit, ma mission, c'est plus important en fait que cette interdiction. Et donc il jette toutes ses forces dans la bataille parce que Pâques, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça m'a fait penser au même Papa Francesco qui, en 2020, il est déjà très fatigué, hein, vous vous en souvenez, il boite, etc. C'est le confinement et il décide quand même de célébrer Urbi et Orbi, hein, de la ville au monde. Hein, vous savez, c'est vraiment la bénédiction la plus importante dans le monde catholique. Eh bien, il décide quand même devant la place Saint-Pierre de Rome, déserte. Ces images ont fait le tour du monde. Il est tout seul devant Saint-Pierre et il célèbre la messe pour encourager en fait le monde entier. Je me dis qu'il y a quelque chose de très puissant et je rejoins ce que dit Philippe, qui est lié vraiment au sentiment religieux et qui est que, peut-être sacrificiel aussi un peu, ça va avec Pâques, qui est que quoi qu'il advienne, eh bien, je poursuis ma mission jusqu'au bout, quitte à en mourir, parce qu'il ne pouvait pas ignorer que les efforts qu'il a fait hier, il les payerait aujourd'hui. Dernier point, ses funérailles, on va voir ce que ça donne. Oui. On rentre. Il y a déjà quelques éléments connus. On hein, rentre dans 4 et 5, 6 jours, son corps va être exposé. On sait déjà qu'il ne veut pas être exposé comme les autres papes avec tout l'attirail, j'ai envie de dire, de la papauté, c'est-à-dire la mitre, etc. Il veut être en soutane, il ne veut pas de catafalque, il veut des funérailles simples, il veut des funérailles à Sainte-Marie-Majeure au lieu d'être dans la crypte de Saint-Pierre de Rome. Il veut tout cela et on attend ce moment où les cardinaux, avant de rentrer en conclave, vont se prononcer dans l'Assemblée, c'est-à-dire que chaque cardinal a le droit d'exprimer quelque chose, ils vont tous s'exprimer et à ce moment-là, en 2013, c'est là que le pape Francesco, qui était encore cardinal, avait jailli avec les mots qu'il avait prononcés. 13 mars 2013. Il était rentré dans le conclave en devenant de l'inconnu un favori. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Philippe Bilger, sur le très bel hommage rendu par Françoise de Gois, Philippe, c'est vrai que quand on aperçoit hier sur la place Saint-Pierre ce pape très affaibli, on se dit oh là là, à quoi ça ressemble, et finalement ça prend une dimension. L'étonnant, c'est que tout de même, tout le monde, depuis des mois, était anxieux à l'idée de le voir disparaître. Et à peine a-t-il disparu que c'est une sorte de stupéfaction générale, comme si en réalité, on découvrait la finitude même d'un pape, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Là, Françoise, ce qu'elle a dit est très beau. Je ne veux pas offenser ce très beau propos, mais par moments je me disais est-ce que c'est... J'ai parfois l'impression que même pour un pape il pourrait y avoir comment dirais-je, une sorte d'affectation noble de simplicité. C'est une question que je me pose. Ne pas faire antenner à la basilique Saint-Pierre, quoi, comme s'il recherchait une singularité. C'est une question que je vous pose. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il a toujours refusé les honneurs. C'est le pape le moins romaniste, en fait. Tous les spécialistes du Vatican disent, c'est le pape, ça a été le pape le moins romain, en réalité. Il était très éloigné de Rome, et c'est un pape qui est élu grâce à ce qu'a rappelé Emmanuel Abramovitch tout à l'heure, par des circonstances. Normalement, il n'aurait jamais dû être pape, car il détestait tout ce qui était la courtisanerie et la diplomatie de la curie. Emmanuel Abramovitch, on l'a rappelé tout à l'heure, le premier pape non européen. Et finalement, rappelons qu'aujourd'hui, le christianisme n'est pas basé essentiellement en Europe. Loin s'en faut. Bien sûr, parce que c'est un état d'esprit. C'est pour ça que la puissance morale du pape sur les chrétiens du monde entier a une puissance redoutable, qui peut se mettre en perspective de la violence des armes. Mais ce pape, il est étonnant parce que effectivement, sa proximité
vis-à-vis de ses ouailles, sa sobriété, le dépouillement évoqué par Françoise qu'il a choisi pour ses obsèques me rappellent, me font penser et me remettent en mémoire le visage souriant de Jean-Paul I qui avait exactement, pardonnez-moi l'expression, les mêmes canons. Je suis d'accord avec toi. Et franchement. je rappelle, juste pour terminer d'un mot, qu'il était en désaccord, Jean-Paul I, avec la Curie, et qu'il en est peut-être mort, et je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Françoise Degois, pour conclure votre tour de table, vous avez écouté et entendu donc les 88 glas de oui, parce que j'habitais pas très loin de Notre-Dame, ouais. ça m'a vraiment... Alors je suis comme Philippe, c'est-à-dire qu'on savait qu'il était fait, mais on est sidéré parce qu'il est mort. Alors là, écoutez, moi ce matin, ça m'a cueilli, et au moment où j'apprenais ça, j'entendais dans le glas 88 fois de Notre-Dame qui sonne comme il a sonné la guerre, la libération, non, c'est les cloches à la volée, mais comme il a sonné la guerre, les grandes pestes, la mort du roi, il a sonné les 88 ans de Jean-Paul, tu te rends compte, de François, de Papa Francesco, ça m'a touché. C'est très impressionnant en fait. C'est très impressionnant. On a l'impression qu'on est replongé dans une histoire millénaire. Votre tour de table, justement, Emmanuel Abramovitz. Vous vouliez revenir sur l'enquête de l'incendie de Notre-Dame. Que nous disent les fausses accusations et les silences? Allez-y, écoutons. Alors je voudrais vous rappeler, donc le 15 et le 16 avril 2019, un incendie gigantesque d'une violence inouïe ravage et détruit l'église. Les pompiers de toute l'Île-de-France convergent vers l'église au péril de leur vie pour tenter d'éteindre l'incendie de l'édifice religieux le plus connu au monde, avec Saint-Pierre de Rome, le mur des Lamentations et la Mecque. Le climax de cette émotion mondiale, puisque immédiatement relayé par les caméras du monde entier, cet incendie, le climax évidemment, c'est l'effondrement de la flèche de Viollet-le-Duc dans un panache d'étincelles, de lumière d'étincelles. Pour moi, c'est sûr, on essaye d'assassiner l'église. Je ne peux pas imaginer qu'un simple court-circuit ou mégot de cigarettes puisse enflammer les poutres que je connais si bien, de chaînes qui sont travaillées par les compagnons du devoir depuis des siècles et des siècles. Tout juif que je suis de père et de mère, je suis passionné par les églises, les cathédrales, et je peux vous guider les yeux fermés à l'abbaye de Sénanque. Alors je connais bien ces constructions et je suis très surpris. Et pour étayer cette surprise, pour entretenir cette surprise, il y a effectivement ce que j'appelle moi les silences de l'enquête. Les silences de l'enquête qui ne répondent par conséquent à aucune des questions. Comment est parti cet incendie? Qui a été finalement responsable, nommé responsable de cet incendie? Il n'y a aucune réponse à ces questions. Et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir qu'en 2016, il y avait eu une tentative d'attentat contre Notre-Dame. Souvenez-vous, quelques filles voilées qui avaient emprunté la voiture de leur père et qui les avaient chargées dans le coffre. C'était dans une des rues adjacentes. De plusieurs bouteilles de gaz. Le tout devait exploser et aurait probablement fait s'effondrer une partie de Notre-Dame. Et comme il y a eu un problème technique, ces filles ont été arrêtées, condamnées 25, 30 ans. Il y a même eu une peine à perpétuité. Et là, on était bien dans le cadre d'un attentat. Donc ce ne serait pas la première fois. Je ne peux pas non plus, pardonnez-moi, oublier que il y a des intégristes, et j'insiste bien sûr sur les intégristes, qui en veulent à la défaite de Poitiers, qui se superposent aux horreurs de l'histoire humaine de l'Algérie, et qu'il y a une haine contre nous et qu'elle pourrait s'être exprimée par ce type d'attentat. Emmanuel. Et je pense que cette absence d'enquête réelle, ces excuses faciles et on conclut là-dessus, et ces accusations des compagnons du devoir me paraissent faciles, mais en réalité indignes de ce que nous avons vécu. Où en est l'enquête? Pourquoi ce silence? Posez la question, Emmanuel Abramovitch. Je rappelle que 6 ans après, l'enquête n'est pas close, qu'un acte malveillant ou terroriste pour l'instant sont exclus, et qu'une information judiciaire a été ouverte contre X le 26 juin 2019 pour dégradation involontaire par incendie par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité. Comment peut-on exclure la piste terroriste alors que vous dites vous-même que l'enquête n'est pas close? C'est donc la question que vous posez. Et le troisième tour de table nous amène avec Philippe Bilger à ce
que vous avez observé sur France 5 un documentaire qui vous a marqué sur la reine consort Camilla. Le sujet peut apparaître dérisoire par rapport à la mort du pape et même avec ce que vient d'évoquer Emmanuel. Je n'ai pas le temps de le contredire, mais peu importe. J'ai trouvé la destinée, heureusement elle n'est pas terminée, de cette reine consort Camilla assez extraordinaire. Voilà une jeune femme qui est lancée dans les cercles nobles de la Jet Society londonienne, qui est à un moment donné courtisée par le prince Charles. Je vais très vite. Lui-même est trop timide pour avouer sa flamme. Il part en voyage. Elle en profite pour épouser un playboy. C'est une catastrophe. Vous connaissez la suite. Ce que j'aime énormément dans cette personnalité, c'est le fait qu'elle est tenue tout au long. Et ça n'était pas rien, elle a été insultée, calomniée, bafouée, et elle a su en permanence garder une dignité, un silence. J'en aurais été bien incapable en ce qui me concerne, qui ne suis pas loin de considérer que l'offense s'oublie uniquement quand on a pu y répliquer. Et là, je trouve, et aujourd'hui, elle a été nommée reine consort par la reine qui a changé son point de vue à son sujet, et elle rend le roi heureux. Je trouve que c'est assez formidable, une telle dignité, une telle tenue. Et on peut revoir bien sûr ce documentaire de France 5 sur les plateformes. Je suis d'accord merci. Philippe. Bon, vous savez, les vrais voix, on a pris le temps là dans ce tour de table si particulier. On va dans un instant nous intéresser sur le coup de projecteur, parce que il y a aussi une actualité importante. Dans un instant, Emmanuel Macron est à Mayotte, ne l'oublions pas. Le département d'Outre-mer est la première étape d'une tournée de 5 jours dans l'océan Indien pour le président français. Le président Macron qui avait, vous en souvenez, invectivé les Mahorais en leur rappelant la chance qu'ils avaient d'être français au passage du cyclone. Bon, il y a des débats en ce moment et nous allons en parler dans quelques instants avec Estelle Youssoufa qui est députée Lyotte de Mayotte. Nous vous posons la question à vous, les auditeurs de Sud Radio, sur le compte X de Sud Radio. Alors, par rapport à ce que dit le président de la République, l'appartenance de Mayotte à la France, c'est une chance pour qui? Pour Mayotte, pour la France, pour les deux, pour personne? Dites-nous ce que vous en pensez, on y reviendra dans un instant, le compte X, mais avec notre invitée Estelle Youssoufa, parlons de l'actualité. Bonsoir Madame la députée. Est-ce que le gouvernement est pour vous à la hauteur de l'enjeu présent pour Mayotte? En quelques mots. Je pense que la venue du chef de l'État était importante parce qu'il a pu trancher sur les dossiers les plus importants, à savoir la reconstruction qui est chiffrée à 3 milliards d'euros, et puis annoncer que la piste longue, c'est-à-dire le désenclavement aérien de Mayotte, se fera sur la Grande Terre. Ce sont des projets structurants qui vont permettre au territoire de redécoller. Et ça, c'est capital parce que Mayotte est en grande souffrance. Ça fait 4 mois que le cyclone Chido a dévasté notre île. Et la reconstruction n'a toujours pas démarré. Alors, non, on ne peut pas dire que le gouvernement Bayrou soit à la hauteur, puisque je vous rappelle qu'il a fait passer un budget dans lequel il ne finance pas la reconstruction. Estelle Youssoufa, vous êtes notre invitée. Et Estelle Youssoufa, vous êtes notre invitée. Vous restez avec nous le temps juste une petite respiration. Et puis vous êtes donc notre invité d'honneur. Les 3 vraies voix sont prêts, les auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. En ce jour particulier du lundi de Pâques, marqué par le décès du pape François, nous voulions absolument ne pas occulter la visite du président de la République dans l'un de nos départements à Mayotte. C'est l'objet du coup de projecteur dans un instant. Philippe Bilger, Françoise Degois, Emmanuel Abramovitch sont avec nous. Notre invité d'honneur qui nous attend, Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. C'est la réalité. Voilà,
le président de la République qui avait tenu ses propos. Alors sa visite aujourd'hui semble un petit peu plus calme, mais nous vous posons quand même la question sur le compte X de Sud Radio. L'appartenance de Mayotte à la France, c'est une chance pour Mayotte, la France, les deux ou pour personne? Vous dites c'est une chance pour Mayotte à 36%, pour la France à 7%, pour les deux à 20% et pour personne à 37%. C'est une consultation, c'est sur le compte X de Sud Radio, ça n'engage que vous, mais si vous voulez faire inverser la tendance, n'hésitez pas. Emmanuel Macron a donc atterri ce matin à Mayotte, 4 mois après le passage du cyclone Chido. Sur place, la situation globale demeure chaotique. Le gouvernement assure avoir entamé la phase de reconstruction efficacement. Les élus locaux déplorent l'immobilisme de l'État français. Parlons vrai, entre la crise migratoire orchestrée par le voisin comorien, les carences en eau, en infrastructure, en matière d'emploi, la France a-t-elle abandonné son département d'outre-mer? Estelle Youssoufa est donc avec nous, députée Lyotte de Mayotte. Madame la députée, on vous a écouté il y a de cela quelques secondes, vous avez planté le décor. J'aimerais juste vous confronter à l'ensemble de nos vraies voix et peut-être Philippe Bilger qui va ouvrir la discussion. Bien sûr, d'abord pour moi, Mayotte c'est la France. Il est clair que ça n'est pas cette tragédie à la suite du cyclone qui doit nous faire douter de cela. Ensuite, j'ai l'impression au sujet de Mayotte, de voir ce qu'on voit trop souvent à la suite de tragédies de toute nature. Un premier mouvement où on réclame des aides matérielles et humaines d'urgence, et de l'autre côté, on voit des victimes qui sont désespérées parce qu'elles nous disent ça n'arrive pas, comme si le pouvoir politique ne tenait pas ses promesses. J'ai l'impression tout de même qu'il a commencé à les tenir, mais qu'évidemment, face à une situation qui semble continuer à se dégrader, notre Madame la députée va nous dire ce qu'il en est tout à l'heure. Oui, alors situation Estelle Youssoufa, merci encore une fois d'être avec nous. Vous avez bien sûr croisé le président de la République aujourd'hui, hein? Oui, j'ai accompagné le président de la République lors de sa visite, que j'ai préparée avec lui lors de réunions. Il me semble important de souligner quand même dans votre présentation que je ne comprends pas bien que l'on puisse dire est-ce que Mayotte est une chance pour la France et la France une chance pour Mayotte. Mayotte, c'est la France. Ah ben ça ne souffre aucune contestation, hein. Ça c'est évident. Question, non, parce que je ne sais pas si vous posez la question de est-ce que l'Alsace est une chance pour la France, est-ce que la Corse est une chance pour la France? Ah ben si, on la poserait bien sûr. La Creuse aussi pour la Bretagne. Non, mais vous ne la posez pas. Bien sûr, si la question se pose. Vous la posez pour Mayotte et vous posez la question pour Mayotte. Et donc là-dessus, moi je pense que cette insécurité statutaire qui est sous-jacente, qui est le fruit de ces ingérences, c'est quand même inadmissible que ce soit repris. Et le fait que le président de la République et le président... l'intégrité territoriale soit questionné et que vous repreniez cette question. Je reprends. Alors, écoutez bien, je reprends juste les propos du président de la République qui dit c'était une chance pour. Donc, vous savez que pour toute émission, il y a des interlocations qui marquent. J'ai voulu solliciter bien sûr le public, mais ce n'est pas le cœur du débat. Le public a réagi. C'est une information. Maintenant, si vous le voulez, Madame la députée, et Philippe Bilger l'a très justement rappelé, il n'est pas question de remettre en question personne. Non, mais moi je pense que Madame Youssoufa a absolument raison. Et quand elle parle de insécurité statutaire, je trouve qu'elle a vraiment raison et elle met l'accent véritablement sur ça. Et d'ailleurs, là où vous avez aussi raison, Frédéric, c'est que c'est, comment dirais-je, c'est Emmanuel Macron lui-même c'est lui qui m'a inspiré la question, qui ouvre la chose avec ses propos malencontreux. Et en règle générale, Estelle Youssoufa, je vais pas vous faire un déshonneur en vous disant que je considère moi que contrairement à LFI qui n'est pas du tout sur cette ligne, moi je suis une femme de gauche républicaine, universaliste. Je considère en règle générale que ce soit Mayotte, que ce soit la Réunion et que ce soit les Outre-mer en règle générale, voilà, l'État français, l'État central ne traite et ne s'occupe véritablement des Outre-mer que quand il y a des drames. C'est lamentable la façon dont nous traitons. Sans les Outre-mer, la France n'a pas cette puissance. La France
n'est pas présente sur tous les continents. La France n'est pas présente sur tous les océans. C'est la puissance de la France. Ce sont aussi les Outre-mer. Ce sont les Outre-mer, en tout cas. Et la réalité, si vous voulez, c'est que la façon dont l'État français, quel que soit qui le dirige, et j'ai été très sévère aussi à l'époque où c'était mon gouvernement, c'est-à-dire François Hollande, président de la République, je pense qu'on ne peut pas continuer à traiter les Outre-mer chaque fois qu'il y a Chido ou qu'il y a des problèmes de la vie chère à la Guadeloupe et qu'Élie Domota se révolte en 2009. Enfin, je peux vous citer à chaque fois tous les exemples, le premier ayant été Aimé Césaire en Martinique. Estelle Youssoufa. Mais en fait, madame, je pense que ce que vous touchez est très important. C'est-à-dire que quand vous parlez de la puissance de la France à travers ses outre-mer, on ne parle pas des ultramarins. Exactement. On parle de territoire pour projeter la puissance et on ne parle pas de ses habitants. Exactement. Qui sont des Français, voilà. vos compatriotes. Exact. Et ça, c'est quand même quelque chose dans la vision de ce qu'est la France. Quand je pense par exemple au dernier spot qu'avait diffusé Gabriel Attal à l'occasion de sa journée il y a quelques jours pour Renaissance et Son. Il y a 3 minutes sur sa vision de la France, il y a une image, c'est une montagne aux Marquises. C'est tout ce qu'il y a en 3 minutes pour la France sans les Outre-mer. Et voyez, ça résume tout. Je suis d'accord. Parce qu'il y a un sujet et qui est grave, hein. Alors que la France est vulnérable dans ses outre-mer, qu'elle est attaquée, parce qu'on le voit dans les ingérences étrangères, les Russes, l'Azerbaïdjan, les Comores utilisent les problèmes qui sont réels d'inégalité de traitement, de vie chère, d'absence d'eau, et là on le voit de destruction de Chido. Ça a accentué la pression sur Mayotte, par exemple, avec encore plus de migrants qui sont arrivés. Donc on voit bien que nos adversaires utilisent la faiblesse de l'État dans les Outre-mer pour attaquer la France. Mais il y a quand même une vision dans l'Hexagone où on ne prend pas en compte les ressortissants ultramarins. Les êtres humains, les êtres humains, voilà, les êtres humains ont les mêmes aspirations que les autres Français. Et ils sont invisibilisés. Voilà, et rien que pour cela, c'était important. Voilà. Non, mais c'est vraiment. Mais Estelle Dufay, elle a raison, c'est insupportable. C'est-à-dire que. C'est pour ça que nous voulions placer le débat là-dessus. On est dans l'abstraction. En gros, grâce aux Outre-mer, on est la deuxième puissance maritime à quelques miles près des États-Unis. En gros, on raisonne comme ça. Mais on parle d'êtres humains. On parle de gens qui font des tours d'eau. C'est des Français qui font des tours d'eau. Est-ce que vous accepteriez que dans la Creuse, on soit obligé de se priver d'eau 3 jours sur 5? Impossible. Eh ben, c'est comme ça en Guadeloupe. C'est comme ça en Guadeloupe. Le débat que vous avez, vos prises de position dans les médias, mais aussi quand les Français donnent 40 millions d'euros à la Fondation de France pour aider Mayotte, cette solidarité, cette compassion, cet élan des Français envers les autres Français qui sont de l'autre côté des océans, c'est ça qui pousse la classe politique à agir. Oui, je suis d'accord, parce que les Français, ils sont... C'est un espoir très fort. C'est un espoir très fort parce qu'on sent cette solidarité. Et votre indignation, elle est partagée. Et pour nous, ultramarins, qui sommes si seuls et si loin de l'Hexagone, quand on vous entend et qu'on sait que vous avez, vous, ce pacte républicain qui est vivant, et vous vous dites c'est inadmissible que la République laisse d'autres Français ne pas avoir d'eau au robinet, payer un pack d'eau alors qu'il n'y a pas d'eau au robinet, 12 € parce que c'est le prix d'un pack d'eau à Mayotte. Ben ça, cette indignation, elle est profondément républicaine et moi je vous en remercie. Merci Madame Youssoufa. C'est quelque chose dont on a besoin. Merci Madame Youssoufa. Très bien. Alors, Estelle Youssoufa, on continue ce tour de table. Vous avez vu, on essaye d'aborder tout. Franchement, c'est le Parlons Vrai sur Sud Radio. Et vraiment, encore une fois, merci. C'est un plaisir de vous avoir parce que je sais qu'il amène des sous quand même, Macron. Là. Oui. Il amène de l'argent un peu là. Emmanuel Abramovitch. N'en déplaise au Quai d'Orsay, la France a aussi des colonies et elles sont tellement belles et depuis si longtemps ces colonies qu'elles ne s'appellent plus colonies, elles s'appellent la France. Et quand on s'occupe de la France, qu'on est en charge de la France, eh bien on s'en occupe complètement. Je ne peux pas oublier, Madame la députée, qu'avant cette tragédie, il y avait déjà une difficulté majeure pour votre île, qui était celle de l'invasion des irréguliers, et que ce problème n'était pas traité par la France et ne vous défendez pas, vous, en tant que Français, dans votre exercice de citoyenneté, dans votre accès aux droits et à vos territoires, à votre droit à la sécurité était bafoué et que maintenant, vous avez 2 problèmes majeurs. Eh bien, nous devons maintenant faire en sorte que le président en déplacement
en France, au bout de la France, eh bien, prennent à bras le corps ces deux sujets et ne les lâchent pas. Car vous êtes la France, vous allez rester la France, et nous avons approuvé que même ici, à Paris, eh bien, on sait s'occuper de vous comme si nous étions avec vous. Emmanuel Macron... mais moi, je suis sur votre antenne, il y a plein de Mahorais, en fait. Ouais, on est des Mahorais. Vous voyez, Estelle Youssoufa, vous voyez bien. Aujourd'hui, nous sommes tous des Mahorais. S'il vous plaît. Nous sommes tous des Mahorais. S'il vous plaît. Juste donc, Emmanuel Macron a dit être venu faire le constat de ce qui est bien fait et ce qui n'est pas assez bien fait. Est-ce qu'il vous a, bien sûr, écouté Estelle Youssoufa? Et est-ce que de cette visite, il en sort des éléments clairs, urgents, précis? On vous écoute. L'argent, notamment. Oui, voilà, le président a annoncé 3 milliards. C'est pas assez, mais c'est un début, c'est une base de négociation. Moi, sur le fond, ce que je retiens, c'est quand même le chef de l'exécutif qui amène quelques ministres avec lui pour secouer son gouvernement, parce qu'en fait, c'est ça ce qui s'est passé. Et oui, le président ne vient pas avec ses bulldozers et des parpaings, parce que nous, on voudrait que la reconstruction démarre tout de suite. Et voilà. Mais par contre, il met en branle son gouvernement, et ça, pour nous, c'est capital. On ne peut pas faire sans, en fait. Et donc oui, il y a des vraies difficultés sur le terrain, et le président a entendu, a été au contact avec la population, qui lui a dit, nous on dort toujours avec des bâches au-dessus de nos têtes. Vous nous avez promis un prêt à taux zéro que les banques ne veulent pas déployer pour nous permettre de reconstruire nos maisons. Les assureurs veulent pas rembourser les assurés. Enfin, vous voyez, il y a des vrais sujets concrets. Il est anormal que plusieurs mois après... Alors, attendez, Emmanuel Abramovitch. Il est anormal que plusieurs mois après la tragédie, on en soit toujours là. Quand je vous écoute, Madame la députée... 4 mois, précisément. 4 mois. Quand je vous écoute, Madame la députée, mais j'ai l'impression que cette catastrophe, c'était hier. Ouais. Et en fait, non. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes, Estelle Youssoufa? Est-ce qu'il y a des... Non, aucune. C'est pas des circonstances atténuantes, mais les explications, c'est que je vous rappelle que Chido a frappé quand il n'y avait pas de gouvernement, ni de budget. Et alors, on a une administration profonde, non? On a un État profond? Mais non, l'État, à partir du 1er janvier 2025, ne pouvait engager aucune Qu'est-ce qui est le plus urgent, à votre avis? Sans budget, il n'y avait pas de dépenses. Donc nous, en fait, Mayotte a souffert de l'absence de budget. Et ça, c'est clair et net. Ah oui, voilà. Le vice du gouvernement Bayrou, c'est quand même d'avoir fait passer le budget de Barnier dans lequel n'est pas provisionnée la reconstruction. C'est scandaleux. Qu'est-ce qui ferait le plus urgent d'après vous? Alors, question de Philippe Bidger, le plus urgent, là, c'est quoi? C'est l'eau, par exemple? Non, le plus urgent, c'est les maisons privées. C'est une catastrophe. Que les gens soient toujours 4 mois après avec des bâches dans des maisons pas habitables. Moi, ma maison a été détruite, elle n'est toujours pas habitable. Si vous voulez, les gens, ils sont à bout psychologiquement. Et votre, Madame Youssoufa, j'ai une question, parce que est-ce qu'on peut... on terminera là-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, d'un grand mal, on peut essayer de faire un grand bien? Je sais que ça, c'est votre philosophie. Est-ce que c'est la philosophie? La crise de Sido. C'est voilà, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent, j'aurais dit Oderlin. Et la question, c'est, est-ce que vous allez utiliser ce tabula rasa, finalement, de Chido pour finalement reconstruire en dur et faire une vraie urbanisation? Et ce sera votre conclusion, Estelle Youssoufa? C'est l'objectif, que cette reconstruction soit ambitieuse, durable, et qu'on règle enfin le problème migratoire, parce que vous en avez parlé, les migrants continuent à arriver, le président annonce des mesures pour lutter contre l'immigration clandestine, dont acte. On est tous Saint-Thomas à Mayotte. Exactement, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Madame la députée. On entend que comme tous les habitants de ces si beaux départements français, vous aussi, vous avez des problèmes pour vous loger. Et bien sûr, on pense... et on redit avec Emmanuel Abramovitch, parce qu'on a inventé un slogan ce soir. Salut tous Mahorais. Nous sommes tous Mahorais. Merci aux Mahorais, Philippe Bilger. Merci à la Mahoraise, Françoise Debois. Merci aux Mahorais, Emmanuel Abramovitch. Et dans un instant... Les vraies voix continuent, les vraies voix citoyennes. Et j'en profite pour remercier Nelly Boulet-Soulier qui nous a aidé à préparer cette émission. Restez bien avec nous, les infos de 19h, bien sûr, ça reprend, l'actualité est chaude aujourd'hui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.